Salut à vous les gens, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes accrochés au fond de votre fauteuil ou de je ne sais où d'ailleurs. Alors oui, il fait 30 degrés, je suis bel et bien dehors et aujourd'hui, vous allez avoir une vidéo exceptionnelle, une vidéo que vous n'avez jamais vue actuellement sur ma chaîne, donc préparez-vous. En effet, il y a peu, je vous avais mentionné l'idée que j'allais donc faire un top 50 sur les personnages de Fairy Tail. Et bien nous y voilà. J'ai prévu ma boisson préférée, c'est-à-dire l'eau, bien évidemment, ce n'est pas un placement de produit, le soleil, mes fiches, pour vous préparer cette vidéo. Et on commence avec la première vidéo que vous allez découvrir, c'est-à-dire le fond du panier, le top 50, les places 50 à 41. C'est parti! Alors quelqu'un devait bien évidemment se trouver au fond du panier, vous en doutez, hein, tout le monde ne peut pas finir dans le top 10, et c'est malheureusement tombé sur Lucky, la jeune fille modelleuse de bois. Ah oui, c'est pas de chance quand même. Alors je ne sais pas vous, mais ce personnage a clairement le rôle de celui qu'on oublie aussi vite qu'il est apparu, et c'est bien là le problème. Au contraire, je trouve que sa magie est intéressante, elle est amusante, le personnage, bon, est ce qu'il est, elle est attachante, tout ce que vous voulez, mais on se rend compte qu'elle n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place au sein de la guilde et à savoir où est-ce qu'elle se situait dans le rapport de force par rapport aux autres. Sauf dans l'arc de Zentopia, mais cet arc n'aurait jamais dû exister. Passons à la suite, s'il vous plaît. Alors, malgré qu'Adrien Soli soit un très bon doubleur, et je le reconnais parfaitement, je n'arriverai jamais à apprécier le personnage de Roméo, le fils de Macao, dans sa globalité. Je peux pas le supporter. Pendant le début de l'animé et jusque plus ou moins à Tenro, il passe son temps à pleurnicher, à se plaindre. Il est surtout là pour faire le décor, donc t'as pas vraiment envie de t'intéresser à lui. Et comme je vous l'ai dit, le seul moment intéressant où tu as envie d'apprécier le personnage, c'est pendant l'arc de Tenro, où tu ressens clairement sa détresse et son envie de retrouver ses copains qui ont disparu après l'incident. Je vais être méchant, mais c'est clairement un personnage de soutien et tu sentais dès le départ que l'animé n'avait pas envie de rehausser le ton avec lui. Et d'ailleurs la preuve, hein, dans le dernier animé, dans la suite de l'arc 2019, c'est encore pire, on ne le voit presque jamais. Il est là encore plus pour faire le décor, pour faire l'arbre comme on dit. On dirait bizarrement que j'ai bien choisi mes personnages hein, pour cette fin de classement. Ah, j'ai su bien les trier. Hein. Je rappelle que c'est ceux que j'apprécie, mais forcément, hein, si t'es dans les derniers, c'est que c'est limité. Drambalt en fait partie. Alors, Drambalt en soi n'est pas un mauvais personnage, ce n'est pas là le problème, parce qu'il est mystérieux, il a une certaine rigueur qui est très bien développée et très intéressante, et surtout son pouvoir d'effaçage de mémoire, lui aussi, est un pouvoir assez cool sur le fond. Mais il y a d'autres trucs qui me dérangent chez ce personnage. Ce qui me dérange le plus avec ce personnage, c'est la façon, et je dis bien forcée, que les réalisateurs de Fairy Tail ont eu de vouloir le faire intégrer à tout prix la guilde, et ce par n'importe quel moyen, en trouvant n'importe quel stratagème, n'importe quelle facilité scénaristique. Est-ce que c'est si grave si tout le monde ne choisit pas Fairy Tail? Je veux dire, d'accord, c'est la guilde numéro 1, c'est la guilde par excellence, mais bordel, c'est quoi cette intention de vouloir rajouter du monde inutilement à chaque fois dans cette guilde? Oui, je sais, c'est dur, 48e, les gars, ouais, c'est loin du top 10 de ce que vous pouvez imaginer. Mais à un moment donné, le caractère d'un personnage ne fait pas tout. Il y a le caractère, mais il faut aussi le développer et l'assumer jusqu'au bout, ce qu'on n'a pas pu faire avec Drambalt. Saviez-vous que la puberté se développe très rapidement dans les animés japonais ? Vous ne me croyez pas? Eh bien regardez alors la merveilleuse transformation de Meldy, et oui, ah, on est passé d'une jeune fille innocente à une jeune fille qui a attrapé de gros seins évidemment. Ah, la puberté dans les animés, c'est tellement beau, ah, c'est merveilleux la jeunesse quand même. J'aime beaucoup ce personnage pour la relation de sœur, je vais dire ça comme ça, qu'elle entretient avec Jubia. Elles ont un lien très étroit, très personnel, j'ai envie de dire. Il y a aussi la relation Ultia-Meldy qui est très intéressante, où là aussi il y a ce rôle de grande sœur où on découvre la bonté d'Ultia, mais également celle de Meldy dans sa globalité. Donc voilà, elle a quand même plein de qualités, mais je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des arcs, Meldy est passée du premier plan au second plan, voire au troisième plan parfois, ça fait mal.
Eh bien oui, elle s'est très vite transformée en personnage de soutien qui n'apparaît que pour montrer sa beauté de temps à autre à quelques épisodes, réaliser quelques petites tâches, aider le héros dans son développement, mais sinon elle ne trouve vraiment plus sa place dans l'œuvre. Est-ce que je suis le seul, je dis bien est-ce que je suis le seul, à l'avoir trouvé badass pendant l'arc de Tenro ? Je sais pas, vous prenez son combat contre Jubia par exemple, il est mythique son combat contre Jubia. Le personnage de Meldy dans l'arc Tenro, il est formidable. Alors oui, après on a décidé de garder le côté mignon, beau, kikoulol, plutôt que le développement du personnage de Meldy. Donc ça c'est dommage et c'est ce qui lui fait perdre beaucoup de place. Ah Fried, que dire sur le personnage jeteur d'enchantement par excellence de la guilde de Fairy Tail qui à mon avis, et je le pense sincèrement, s'est effacé de lui-même. Voilà, il s'est dit je vais me ranger de côté, j'ai fait ma bonne action, maintenant c'est aux autres de jouer. Son apparition, je trouve, pendant l'arc de la bataille de Fairy Tail a été déterminant, voire impressionnant, parce qu'on a découvert un personnage charismatique, intelligent, arrogant quand même à certains moments, une très bonne arrogance, et puis surtout son pouvoir de lancer des sorts à tout va, des écrits de l'ombre, comme il aime les appeler, pardon, eh bien c'était vraiment très intéressant, et je trouve que c'est sa meilleure arme. Malheureusement, après la bataille de Tenro, eh bien Fried s'est clairement mis en retrait, voilà, il n'a plus voulu jouer les premiers rôles, peut-être parce que le personnage de Luxus est revenu, ça je n'en sais rien, peut-être que c'est une des raisons principales. Mais bon, vous savez, c'est très difficile de briller, surtout quand les gros poissons vous font de l'ombre, donc à un moment donné, il faut faire des choix. Et malheureusement, Fried a fait partie du choix des scénaristes, des réalisateurs de Fairy Tail, qui ont décidé de le mettre de côté, tout simplement. Alors, depuis que j'ai vu le spin-off Fairy Tail Zero, eh bien je dois vous avouer très clairement que j'ai eu un très gros coup de cœur pour le personnage de Warrod, le mage sacré. Au-delà de son design, ce personnage possède une histoire que j'adore tout particulièrement, et ne serait-ce que dans son idée, dans son but d'apprendre par-dessus tout la magie, eh bien ça te donne une idée sur le caractère du personnage qui a toujours été le même, exemplarité. Il a été exemplaire ce personnage durant l'arc Fairy Tail Zero où il est apparu et jusqu'à Fairy Tail où il nous a été présenté. Je vais même aller plus loin en disant qu'il est quand même le symbole de ce personnage, de cet ami qui est prêt à se sacrifier pour les autres, peu importe les risques qu'il va encourir, et le fait qu'il soit parmi le top 4, je pense, parmi les 4 meilleurs mages sacrés, eh bien c'est totalement justifié, c'est totalement mérité. En revanche, je trouve dommage qu'on n'ait pas assez exploité l'histoire de ce personnage. D'accord, on sait comment il a appris la magie, mais on ne sait pas du tout comment est-ce qu'il est devenu un mage sacré, comment est-ce qu'il a intégré le rang des mages sacrés, d'où lui viennent toutes ses connaissances sur ND, sur les élèves, sur la magie noire, etc. C'est tous ces petits points qu'il aurait été utile d'aborder dans l'animé, déjà pour apprendre à mieux connaître le personnage, mais surtout pour me le faire apprécier un petit peu plus. Donc voilà, c'est pourquoi il est un petit peu loin dans ce top 50 aujourd'hui. Alors ça peut paraître étonnant, voire bizarre de voir le maître de Fairy Tail aussi loin dans ce classement, mais rassurez-vous, j'ai mes raisons. Autant je ne conteste pas sa puissance extraordinaire, voire sans limite, son amour inconditionnel pour les enfants de sa guilde, comme il les appelle, voire le dévouement qu'il a en tant que rôle de maître, ça franchement, il n'y a pas de souci, ça passe crème. Je vais vous dire une chose, les bruits extérieurs quand vous tournez, c'est quand même extraordinaire. Les motos, les quads, les avions, ah, ça fait partie des choses, des joies de la vie de tourner en extérieur. Vous ne vous rendez pas compte comme je prends mon pied là avec tous ces bruits extérieurs. Alors bref, comme je disais, donc je trouve qu'en revanche on n'arrive pas à tourner la page Makarov, comme s'il fallait absolument user ce ressort jusqu'au bout pour ne pas le voir mourir, pour le voir rester à Fairy Tail jusqu'à la fin de ses jours, s'il en a bien évidemment, et heureusement l'animé 2019 nous a au moins fait le plaisir de tourner la page Makarov, je n'en dirai pas plus. Sa prestation héroïque sur Tenro aurait dû être son dernier bal, et je dis bien parce que sa prestation était héroïque, tellement il était à bout de force et tellement il a tout donné. Mais non, bizarrement chez Fairy Tail, on n'aime plus trop voir les personnages phares mourir. J'ai l'impression que depuis la mort de Simon dans l'arc de la Tour du Paradis, pour avoir un personnage qui meurt dans Fairy Tail, là, il faut les compter sur les doigts d'une main. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a tellement de batailles impressionnantes et importantes qui mériteraient au moins d'avoir des personnages phares qui meurent. S'il vous plaît, offrez-moi ce plaisir.
L'arc de Tartaros est un des meilleurs de l'animé et ce pour plusieurs raisons. Il est palpitant, il est angoissant, il est stressant, il y a de l'émotion à tout va et puis surtout cet arc a quand même le mérite de nous montrer sur grand écran Silver, c'est-à-dire le beau padré de Grey, le mage de glace. Ah oui, eh bien oui, Silver en fait a survécu dans le village natal qui a été détruit à l'époque par Deliora. J'adore totalement la relation père-fils qu'ils entretiennent et puis surtout, je trouve ça assez émouvant la façon dont le père de Grey a tout fait pour que notre mage de glace soit heureux, la façon dont il a passé tant d'années à le chercher, parce que finalement c'était ça son but prioritaire, c'était pas de le tuer comme les autres mages de Tartaros, mais c'était surtout de revoir son fils et de lui dire un petit peu tout ce qu'il savait sur END, la magie noire, etc. Encore une fois, c'est juste dommage que l'histoire n'ait pas mentionné un petit peu plus tôt, quelques épisodes avant, qu'un des deux parents de Grey était encore en vie et qu'il était à sa recherche. Je comprends parfaitement que gardez le suspense pour vous, c'est tout à fait normal. Mais bon, ça fait pas de mal de temps en temps, quoi, de livrer des petits indices par-ci par-là. Je reconnais parfaitement que la perte d'Aquarius dans l'arc de Tartaros a été triste, douloureux, émouvant, horrible, tout ce que vous voulez, mais malgré tout, je n'arrive pas à avoir une haute estime dans ce personnage, je ne le porte pas dans mon cœur, et ce pour plusieurs raisons. Je suis d'accord, elle est drôle, elle est amusante, sa doubleuse fait très bien le travail en VF, elle a un rôle entre guillemets de grande sœur protectrice auprès de Lucie, et toute son histoire, tout son background avec la famille Artfilia est très bien réussi, ce n'est pas là le problème. Je trouve malheureusement encore une fois décevant que le changement radical de personnalité arrive tellement tard dans l'animé, c'est-à-dire qu'il arrive au moment où il y a l'histoire des esprits qui pètent les plombs. On aurait pu le faire un petit peu avant, je trouve que ça aurait été plus sympa. Et puis je regrette encore une fois que l'animé fasse revenir le personnage en 2019 pour faire plaisir au Kikulol de Aquarius, voire des Lucie Artfilia. Donc oui, voilà, à un moment donné, si vous voulez faire disparaître vos personnages, faites-les disparaître, ne les faites pas revenir comme ça à tout bout de champ parce que Kevin du 69 l'a demandé, parce que Jonathan du 73 veut revoir Aquarius, donc non, ça va pas. C'est dingue, chez Fairy Tail, on dirait que chez vous, vous n'avez pas, et je le redis, encore envie de perdre vos personnages phares. C'est un défaut que vous avez ou quoi, les scénaristes de Fairy Tail? Je sais pas. Ah, mais alors c'est peut-être pour ça que la dernière saison est très très moyenne finalement. Et oui, cette dernière saison, il faudra que j'en parle un jour. Mention honorable bien évidemment à la très belle et très séduisante Sayla de l'arc Tartaros, qui pendant cet arc, eh bien, elle m'a convaincu somme toute pour être présente dans ce top 50 et à l'entrée du top 40, donc voilà, c'est pas mal. Elle a un charme fantastique, un charme de fou, comme on peut dire, une très belle complicité avec Dame Kyoka, on va le dire, et surtout son pouvoir de manipulatrice mentale est quand même terrifiant, voire même c'est un pouvoir dévastateur, destructeur même. Allez demander à Elfman ce qu'il en pense de ce pouvoir. Ah oui, Elfman c'est quand même le seul qui a réussi à détruire la guilde à lui tout seul. Bravo mec. Par contre, je trouve qu'elle s'incline, ce n'est que mon avis, trop facilement contre Miragen, voire même qu'elle ne se révolte pas assez face à elle, alors que, bon, de base, Sayla est quand même plus forte que Miragen, même si le niveau est sensiblement égal par moment dans le combat, on est bien d'accord. Parce que si Sayla est assez puissante pour revêtir une âme de démon, comme elle aime l'appeler, eh bien elle devrait être assez puissante au moins pour tenir tête à Miragen. Donc je ne sais pas, il y a un petit peu de facilité scénaristique dans l'eau, dirons-nous. Donc voilà, surtout qu'à la base c'est une Eterius, et les Eterius sont censés être assez forts pour tuer Zelef. Donc si on prend le ratio, ça veut dire que Miragen est plus fort que Sayla, donc Miragen devrait pouvoir tuer Zelef. Donc voilà, oui, à mon avis, il y a eu des petites facilités scénaristiques dans l'eau, dirons-nous. Hydratez-vous, c'est très très important, surtout par des chaleurs pareilles, et je suis en souffrance actuellement. Bon, la première partie de ce top 50 est terminée, alors je suis en souffrance, et je ne sais pas si les épisodes seront raccords, parce que actuellement j'ai très chaud, et voilà, la caméra aussi, donc on verra si les épisodes sont raccords. Quant à moi, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire le mardi, pour retrouver les places 40 à 31. À très vite.